Donc, bienvenue aux fortifications du Mont Barbonnet. Je suis M. René Teller, le président de l'association Edelweiss Armée des Alpes, dont les deux missions principales sont d'assurer la sauvegarde du patrimoine militaire alpin du secteur de Sospel et d'assurer de promouvoir la mémoire des anciens combattants de l'Armée des Alpes qui se sont battus donc, du 10 au 25 juin 1940. Vous êtes ici à l'entrée du fort le plus ancien, qui est le fort Suchet, type Serré de Rivière, qui a été bâti entre 1883 et 1886. Alors pourquoi un fort sur cette montagne? Il faut faire un léger retour dans notre histoire. Et à la fin du XIXe siècle, trois événements marquants vont expliquer la création de ce site fortifié. Le premier, c'est en 1860, la création de la République italienne, et le roi Victor Emmanuel donc du royaume de Piémont-Sardaigne a remercié la France de l'avoir aidé à chasser l'envahisseur autrichien du royaume de Piémont, et par le traité de Turin de 1860, la région de Nice, donc le comté de Nice, est devenu français. Le fort où vous êtes, qui s'appelle le fort Suchet, est un exemple donc de fort isolé d'altitude à 840 mètres, qui est, avec ses 14 pièces d'artillerie, dont 2 sous tourelles cuirassées, assurait la défense de Nice et du littoral pour empêcher toute attaque italienne venant de Turin, que ce soit par le littoral, par les vallées ou par les sommets. Les 2 tourelles cuirassées de 155 avaient une portée de 10 km tout azimut sur 360 degrés, et les 10 pièces d'artillerie moyenne portée de 95 mm Laïtol pouvaient tirer jusqu'à 8-9 km. Donc c'était un véritable verrou face à notre adversaire potentiel italien. En 1914, cet ouvrage n'a pas été utilisé puisque l'Italie était notre allié. Par contre, en juin 1940, avec les velléités de Mussolini voulant envahir le comté de Nice, le fort a joué un appui-feu de la ligne Maginot, qui a été construit entre 1931 et 1935, un rôle déterminant pour stopper l'infanterie italienne qui débordait nos avant-postes. Nous allons pénétrer dans l'ouvrage d'un dispositif particulier de défense de l'entrée de ce fort. C'est un pont à effacement latéral qui permettait de démasquer un fossé de 3 mètres de profondeur qui constituait un obstacle, un premier obstacle difficile à franchir pour l'infanterie adverse. Nous sommes ici à l'entrée de la cour intérieure du casernement donc, de l'ouvrage Serré de Rivière. Comme c'est un ouvrage d'altitude, il est ramassé sur le sommet de la montagne. Et nous avons donc, par rapport à cette cour centrale, 2 types de locaux. Sur la partie gauche, les casernements destinés donc à la troupe et aux sous-officiers, les chambrés. Et dans la partie droite, les locaux usage commun avec tous les corps de métier, c'est-à-dire l'infirmerie, les maîtres bottiers, maîtres tailleurs, le magasin à farine, la boulangerie, les bureaux. Nous sommes ici dans une des chambrées destinées à la troupe. Donc à l'époque, il n'y avait pas de matelas, mais c'était des planches en bois avec une paillasse située au-dessus. On s'éclairait bien sûr non pas à l'électricité, mais avec des lampes à huile de colza puis à pétrole. Et il y avait un poêle à bois au centre. Donc c'était assez spartiate. Donc vous voyez sur les murs des traces de fresques laissées par les soldats américains après le débarquement de Provence qui ont occupé le fort à la fin, notamment à l'hiver 1944, et c'était des unités venant d'Hawaï. Donc d'un côté, revue par le service des transmissions de l'armée américaine, la liberté éclairant le monde, et de l'autre côté, le bivouac. Donc nous sommes ici dans la boulangerie donc, du fort, puisqu'il y avait 365 bouches à nourrir. Donc la fabrication de la pâte à pain était faite dans une salle à l'opposé et derrière donc, le four. Et par des chariots, on faisait arriver la pâte à pain dans cette salle et on l'ensolait dans les fours dont vous avez ici donc les présentations.
Donc il y avait en fait deux fours symétriques, hein, gauche et droite, avec la récupération des cendres sur les côtés et l'eau chaude dans la partie centrale. Alors une particularité pour la défense des ouvrages type serré de rivière, c'est en cas de risque de guerre, il fallait préparer le fort par le temps de guerre, c'est-à-dire que chaque ouverture, chaque fenêtre est munie de poutrelles métalliques de manière à éviter les pénétrations d'éclats d'obus adverses à l'intérieur des locaux, et les soldats circulaient à ce moment-là dans les deux galeries latérales à l'abri sous terre, donc des bombardements ou des tirs d'artillerie. Donc voici un exemplaire de poutrelle blindée qui est en place et qui s'enfilait donc par la partie supérieure du rail métallique. Alors nous sommes ici sur le rodan du Fort Suchet qui domine toute la cuvette de Sospel avec la vallée de la Bévéra qui était une des vallées la plus large, qui était un point possible d'invasion principale. Sur les sommets, le massif du Mercantour en direction du col de Tende, la chaîne de l'Othion sur notre gauche, par où pouvait venir également l'adversaire italien. On comprend bien pourquoi ce fort a été construit ici, puisqu'il constitue à 847 mètres d'altitude un véritable verrou, avec 14 pièces d'artillerie d'action lointaine, dont 2 tourelles cuirassées de 155 qui pouvaient battre sur 360 degrés tous les sites possibles d'invasion, que ce soit par le sommet, par la vallée ou la voie ferrée, ou par le littoral, puisque les canons tiraient sur la baie de Menton. Alors on peut montrer ici, dans ce paysage, le dispositif défensif français à la veille de la bataille des Alpes, donc en juin 40. Face à nous, les avant-postes qui sont à quelques kilomètres de la crête italienne. Ces avant-postes constitués de petits ouvrages bétonnés, casemates armés de matériel d'infanterie, donc fusils mitrailleurs, mitrailleuses, mortiers, grenades. La ligne principale de résistance où nous sommes, où ici dans le secteur fortifié des Alpes-Maritimes, nous avions 22 gros ouvrages infanterie-artillerie et plus d'une quarantaine d'ouvrages de moindre importance qui verrouillaient donc tout le dispositif sur plusieurs centaines de kilomètres. Nous sommes ici devant une des deux tourelles cuirassées Mougins 1875, celle-ci la tourelle Jeanne d'Arc, l'autre la tourelle sud est dénommée donc Bayard. L'ensemble tournant pèse 160 tonnes et elle est enchâssée dans une avant-cuirasse qui pèse 41 tonnes, enchâssée dans 2,50 m de béton. Ces canons avaient une portée de 10 km, ils pouvaient tirer donc sur la baie de Menton et en direction, c'était un tir sur 360 degrés pouvant battre les avant-postes, la vallée de la Bévéra ou les crêtes frontières. En juin 40, notamment entre le 22 et le 24 juin, ces deux tourelles ont participé à stopper l'offensive italienne qui débordait les avant-postes par les crêtes. Alors nous sommes ici devant la tourelle sud dénommée Bayard, et cette tourelle a été refaite à l'identique au niveau de sa livrée de camouflage de 1940 grâce au témoignage d'un ancien combattant qui était téléphoniste ici en 1940 et qui a aujourd'hui 98 ans. On voit également, comme les canons ne sont plus en place, que l'épaisseur de la carapace en fondure cuirassée à la base est de 60 cm, ce qui était largement suffisant pour résister aux tirs d'artillerie de l'époque. Nous sommes ici sur les dessus du bloc d'artillerie de l'ouvrage Maginot E06 qui avait pour mission le flanquement vers le col de Castillon et de verrouiller les lignes d'avant-poste jusqu'au Montours. Dans l'étage bas, donc, le bloc est équipé de 2 mortiers de 80 mm qui avaient une portée de 3,5 km et qui battaient les vallons. Et dans l'étage supérieur, 2 canons de 75 mm de casemate qui avaient une portée de 12 km et qui pouvaient tirer sur la baie de Menton. Sur la partie gauche, nous voyons une cloque d'observation guet fusil mitrailleur qui était dotée éventuellement d'un petit périscope d'observation. Vous êtes ici devant une des 5 cloches d'observatoire, des cloches de guet, qui sont placées à des endroits donc stratégiques pour avoir les vues lointaines et renseigner donc la direction d'artillerie
pour le repérage des tirs. Chaque observateur faisait un poste de 3-4 heures à l'intérieur et il était assis sur une petite balancelle. Thierry, vous faites partie de l'association depuis peu, expliquez-nous pourquoi. Tout d'abord, je suis rentré chez eux par passion de l'histoire. Je suis originaire en fait de l'Est de la France où on a déjà beaucoup de fortifications et je ne connaissais pas du tout celle du Sud. Et j'ai découvert un potentiel énorme. Alors ce qui est demandé pour faire pilote de drone de façon officielle, il est demandé de faire le passage du brevet théorique du LM, suivi d'un stage d'une semaine pour faire une déclaration de niveau de compétence. Mon activité de base, en fait, je suis électricien et avec un partenaire qui est à Contes, on fait de l'inspection bâtiment, toiture, façade, les égouts. Lui il s'occupe de la partie structurelle du bâtiment, donc il est ingénieur art et métier, donc il va vérifier l'état des fissures. Donc, ce qui fait qu'en fait, moi j'ai fait mon brevet du LM et ma déclaration d'activité particulière pour faire inspecter des endroits où on ne peut pas aller avec un homme, tout simplement. Ça me permet de me rapprocher plus facilement d'une fissure sur façade ou d'inspecter les toitures très très hautes. On peut me retrouver avec @vision technique où je développe petit à petit des images que je montre. Notamment, on y trouvera aussi de l'infrarouge que j'embarque sur la machine 4 kg. Le numéro de téléphone, c'est le 06 01 85 26 90. Donc nous sommes ici dans une des salles musées donc, de l'association qui est dédiée principalement à la ligne Maginot. Ce musée est ouvert donc, en période estivale, les mois de juillet et août, donc 2 jours par semaine, et également sur demande pour les visites de groupe. Nous recevons également les associations qui également traitent des mêmes thèmes et on organise des colloques et des conférences sur l'histoire donc militaire du secteur. Donc, oui, on peut prendre contact par le syndicat d'initiative de Sospel ou sur notre site internet Edelweiss Armée des Alpes.